Dans cette capsule, on va voir la preuve par résolution. Alors, on a enfin vu les trois outils dont on avait besoin, à savoir la substitution, l'unification, puis la transformation sous forme normale conjonctive pour enfin voir comment est-ce qu'on peut faire une preuve par résolution. Alors, une preuve par résolution va procéder comme suit. Donc, imaginons qu'à partir d'une formule ou d'un ensemble de formules F1, on veuille montrer que ces formules-là impliquent une autre formule F2. Ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va transformer notre ou nos formules F1 en un ensemble de clauses sous forme normale conjonctive. Ensuite de ça, on va ajouter la négation de F2, qu'on va convertir sous forme normale conjonctive également. On va ajouter ça dans notre ensemble de clauses. Donc, en fait, c'est un peu comme si on faisait une preuve par contradiction où on supposait la négation de ce qu'on essaie de, le contraire de ce qu'on essaie de prouver, puis on va essayer de voir si on n'arrive pas à une contradiction. Dans la preuve par résolution, la contradiction va correspondre à la dérivation d'une clause vide. Et cette clause vide-là, on va l'obtenir en appliquant de façon répétitive ce qu'on appelle la règle de résolution qu'on va voir dans un instant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos clauses dans notre base de connaissances auxquelles on va avoir ajouté la négation de ce qu'on essaie de prouver. Et là, on va appliquer la règle de résolution en prenant des paires de clauses pour obtenir de nouvelles clauses qu'on ajoute à notre ensemble, notre base de connaissances. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on va appeler la clause vide que je vais décrire dans un instant. Et on fait ça jusqu'à ce que... donc, c'est ça. Si on arrive à démontrer la clause vide, c'est qu'on a démontré que F1 implique F2. Et puis, si on arrive à un moment où, en fait, on n'est plus capable d'appliquer d'une nouvelle façon de la règle de résolution, de générer de nouvelles clauses, mais dans ce cas-ci, F1 n'implique pas F2. Alors, quelle est cette règle de résolution? On va voir deux cas. Le premier cas, c'est le cas qu'on appelle propositionnel. Donc, c'est quelque chose dont je n'ai pas vraiment parlé, mais la logique propositionnelle, c'est en fait un cas particulier de la logique du premier ordre. C'est la logique de premier ordre, mais où les prédicats ne prennent pas d'argument. Donc, où il y a... Puis en fait, c'est essentiellement un cas où, en fait, les prédicats, où il n'y a pas de variable. La logique de premier ordre, mais sans variable ni quantificateur. Donc, la règle de résolution dans le cas propositionnel va comme suit. Imaginons que j'ai deux clauses qu'on va appeler des clauses parents. La première clause, c'est la disjonction de n clauses P1 jusqu'à Pn. Et puis la deuxième clause, c'est la disjonction des clauses de m clauses Q1 jusqu'à Qm, ainsi que avec en plus la disjonction avec la négation de P1. P1 qui est le premier littéral là, de ma première clause. Eh bien, la règle de la résolution dit que je peux prendre ces deux clauses-là ici et à partir de celle-là, générer une clause qu'on va appeler une clause résolvante qui va contenir P2 jusqu'à Pn et Q1 jusqu'à Qm. Donc, ça va être la disjonction de l'ensemble de ces littéraux-là. Donc, tous les autres littéraux qui n'impliquent pas P1, finalement. En fait, on remarquera qu'on va retrouver la règle modus ponens qu'on a vue précédemment dans une autre capsule, parce qu'on peut prendre, donc modus ponens dit que F1 implique F2 et F2 peuvent être combinés ensemble comme clause parent pour obtenir comme, non pardon, pas F2, mais F1. Donc F1 implique F2 et F1 peut être combinés ensemble pour obtenir la clause résolvante F2. Donc ça, c'est modus ponens tel qu'on l'a vu précédemment. En fait, en remarquant que F1 implique F2 sous forme normale conjonctive, c'est la négation de F1 ou F2. Bien, si on a la négation de F1 ou F2, puis qu'on a F1, en fait, on voit qu'on a la négation de F1 puis F1. Donc, on peut obtenir comme clause résolvante l'ensemble des autres littéraux dans ma première clause ici et ma deuxième. Ici, mon autre terme, mon autre littéral, c'est F2. Ici, j'en ai pas d'autre, donc ce que j'obtiens, c'est bel et bien F2. Donc, modus ponens est en fait un cas particulier de la règle de résolution dans le cas propositionnel.
Et maintenant, on est prêt à passer à la règle de résolution, mais lorsqu'on a des prédicats plus généraux avec des variables, donc des clauses qui ont été obtenues de formules de logique de premier ordre. Donc, imaginons qu'on ait deux clauses parents qu'on souhaite combiner. Donc, première clause L qui contient les prédicats L1 jusqu'à Ln, puis une clause M qui contient comme prédicat M1 jusqu'à Mn. Alors maintenant, imaginons aussi que je puisse trouver un littéral LK, donc qui fait partie des L1 jusqu'à Ln, et un autre littéral ML, qui fait partie des M1 jusqu'à Mn, qui sont tels que je peux trouver un unificateur θ, ou une substitution en fait, donc, donc un unificateur entre LK et la négation de ML. Donc, une substitution θ que si je l'applique soit à LK ou à la négation de ML, j'obtiens la même chose. Donc, je suis capable d'unifier LK et la négation de ML. Donc, si je suis capable de trouver une paire comme ça, bien, je peux obtenir la clause résolvante à partir de L et de M, qui va correspondre encore une fois à deux parties. La première, c'est L1 jusqu'à Ln, mais sans LK. Donc, L1 jusqu'à LK-1, puis LK plus 1 jusqu'à Ln. Donc, ça, c'est ma première partie. Ma deuxième partie qui va invoquer M1 jusqu'à Mn, mais sans Ml. Donc, M1 jusqu'à Ml-1, puis Ml plus 1 jusqu'à Mn. Pardon, MM, oui. Et donc, genre une nouvelle clause qui va être la disjonction de tous ces littéraux-là, mais ça va être les littéraux où je vais appliquer à chacun de ces littéraux-là ma substitution. Donc, en fait, ma clause qui contient tous ces L et tous ces M, je vais appliquer la substitution à cette clause-là. Donc, je vais appliquer la substitution à chacun des littéraux. OK? Donc, ça, c'est la règle, la définition de la règle générale pour obtenir à partir de deux clauses une clause résolvante. Donc, regardons un exemple. Si j'ai deux clauses parents L qui serait la négation de dog X ou animal X, puis une autre clause parente qui serait M, que j'appelle M, qui est la négation d'animal Y ou d'Y. Donc, dans la notation qu'il y avait en haut, ça serait L1, ça serait L2, ça serait M1, ça serait MM. Bien, une clause résolvante que je peux obtenir à partir de ça, c'est dog_x ou die_x. Et ça, c'est parce que je remarque que j'ai la négation de dog_x. Non, pardon. J'ai animal x ici et j'ai la négation de animal y. Je peux unifier animal x avec la négation de l'animal y, donc animal y. Je peux les unifier à l'aide de l'UPG y égale x. Donc, je vais juste prendre y, le remplacer par x, puis j'obtiens, si je prends la négation d'animal y, puis j'applique, je prends la négation d'animal y et que j'applique la substitution y égale x, j'obtiens bel et bien animal x. Et donc, ça veut dire que je peux prendre les autres littéraux, donc dans ce cas-ci, L1 et MM, les mettre dans ma clause résolvante, puis appliquer mon UPG. Donc, je dois remplacer y par x. Donc, die y, entre autres, va devenir die x dans ma clause résolvante. Puis, la négation de dog x reste pareil. J'ai la négation de dog x. Donc, c'est une clause résolvante que je peux obtenir en combinant L et M ici dans mon exemple. Remarquez que deux clauses parents peuvent avoir plusieurs clauses résolvantes en fonction du choix de mon littéral LK puis ML. Donc, c'est possible parfois, à partir de la même paire de clauses parents, d'obtenir plus d'une clause résolvante. Alors, la règle de résolution, telle qu'on l'a décrite jusqu'à maintenant, est correcte. Donc, on obtient toujours des expressions qui sont logiquement dérivables de notre base de connaissances, mais en fait, elle n'est pas complète. Il y a certaines clauses qu'on n'arriverait pas à prouver. Et par contre, pour obtenir une règle de résolution, une preuve de résolution qui est complète, on doit obtenir ce qu'on appelle, on doit utiliser la factorisation.
La factorisation, ça correspond à prendre, donc si on a deux littéraux qui, dans une même clause, ont un UPG, donc on est capable d'unifier ensemble à l'aide d'un UPG. Faire une factorisation, c'est en fait remplacer ces littéraux-là par le résultat de leur unification. Et un facteur, c'est le résultat de cette transformation-là. Alors, on va voir un exemple. Si j'ai la clause suivante, donc Q de Z ou P de X ou P de F de Y, en fait, je peux obtenir comme facteur Q de Z, P de F de Y, en remarquant que je suis capable d'unifier P de X avec P de F de Y en substituant X par F de Y. Donc, ce serait possible pour moi de prendre cette clause-là, puis de générer une nouvelle clause qui serait un facteur, qu'on appellerait facteur, qui serait Q de Z ou P de F de Y. Et donc, pour obtenir une règle de résolution qui est complète et être en mesure de prouver tout ce qui est dérivable logiquement à partir de ma base de connaissances, il faut que je me permette de faire cette factorisation-là au besoin, soit avant ou après avoir appliqué la règle de résolution, afin de générer de nouvelles clauses. Donc ça, c'est en plus, dans ma recherche, lorsque je fais le choix de deux clauses que je combine ensemble avec la règle de résolution pour obtenir de nouvelles clauses pour éventuellement arriver à la clause nulle, la clause vide. Bien, en plus de ça, je peux faire de la factorisation au besoin à partir d'une clause pour obtenir son facteur puis ajouter ça à la base de connaissances. Donc, voyons un exemple. On va commencer avec un exemple simple. Imaginons que j'ai le fait que tous les chiens sont des animaux. En logique de premier ordre, du premier ordre, on pourrait écrire ça comme pour tout X, dog X implique animal X. Imaginons aussi que j'ai que tous les animaux vont mourir. Donc, pour tout Y, animal Y implique die Y en logique du premier ordre. Imaginons également que j'ai un chien Fido qui est un chien. En logique de premier ordre, j'écrirais ça comme le prédicat dog Fido. Maintenant, imaginons que je veuille prouver que Fido va mourir éventuellement. Et donc, pour faire ça, je dois prouver que die Fido est dérivable à partir de mes trois faits en logique de premier ordre que j'ai ici. Alors, pour faire ça, je prends mes formules de ma base de connaissances ici. Je prends la négation de ce que j'essaie de prouver, à savoir que la négation que Fido va mourir, donc la négation de die Fido. Je mets tout ça en forme normale conjonctive. Donc, avec un peu de pratique, on voit rapidement là, que toutes ces formules-là ici peuvent se traduire en forme normale conjonctive sous cette forme-là. Donc, je vous laisse comme exercice de le faire là, chacun. Et là, on va commencer notre preuve par résolution en combinant des paires de clauses ensemble pour essayer d'arriver à la clause vide. Première chose que je pourrais faire, c'est prendre la clause 1 et 2, ici et ici, et appliquer la règle de résolution à l'aide de l'UPG x égale y. Donc, effectivement, j'ai dans 1 animal x, j'ai ici la négation de animal y. Je pourrais prendre la négation de ça et la combiner avec animal x, l'unifier avec l'UPG x égale y. Donc, j'obtiens comme clause résolvante, la négation de dog y ou die y. Donc, c'est dog y parce que je prends x puis je change par y. Donc, x a été substitué par y. Et j'ai une cinquième clause dans ma base de connaissances que je peux combiner avec les 4 ici pour me rapprocher de la clause vide. Ensuite de ça, justement, je peux prendre ma nouvelle clause 5, la combiner avec la clause 3, en faisant l'unification y égale Fido. Donc, ça va être comme ça. Parce que dans 3, j'ai dog Fido, que je peux unifier avec la négation de dog y en changeant y par Fido. Donc, effectivement, si je change y par Fido, j'aurais dog Fido ici. Donc, j'aurais deux négations qui me donneraient dog Fido, qui serait unifié avec dog Fido ici. Et ce qui reste, c'est die y, où j'applique la substitution y égale Fido. Ça donne die Fido. Et finalement, je pourrais combiner 6 avec 4, puis appliquer la règle de résolution. Dans ce cas-ci, j'ai exactement
Donc, j'ai négation de Dai-Fido que je peux, combiner avec Dai-Fido avec la règle de résolution, puisque si je fais la négation de Dai-Fido, j'obtiens Dai-Fido ici. Il ne reste plus de clauses à 4 et à 6, pardon, de littéraux à 4 et à 6. Donc, la clause résultante, c'est l'ensemble vide. Et donc, j'ai bel et bien démontré que, en obtenant la clause vide, que Dai-Fido était dérivable logiquement à partir de cette formule-là. Donc, j'ai démontré que Fido va mourir. C'est un exemple un peu plus complet. C'est encore une fois notre exemple basé sur Rome. Donc ici, on veut démontrer que Marcus haït César. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on prend l'ensemble de nos faits et on les met sous forme normale conjonctive. On l'a fait précédemment, donc je ne les ferai pas ici. Je vais juste montrer... non, pardon. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est prendre l'ensemble des faits en langage naturel, puis on les a mis en logique du premier ordre. Et en logique du premier ordre également, prouver que Marcus haït César, c'est prouver le prédicat haït Marcus César. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis passé directement à la forme normale conjonctive qu'on a démontrée dans une capsule précédente. Et là, ce qu'on doit faire, c'est ajouter les clauses de la négation de l'expression à prouver, à savoir haït Marcus César. Donc, j'ajoute sa négation, c'est-à-dire la négation de haït Marcus César. Et négation de haït Marcus César en clause normale conjonctive, c'est exactement la même chose. Donc, on est chanceux, pas trop de travail à faire. Puis, le reste des clauses ici, c'est les clauses en forme normale conjonctive qu'on a dérivées précédemment. Donc, faisons notre preuve par résolution. Alors, première chose qu'on pourrait faire, c'est de prendre 2 et 3 et de les combiner ensemble avec la règle de résolution. On voit qu'avec l'UPG x1 égale Marcus, on est capable d'unifier Pompéien Marcus avec la négation de Pompéien x1. Ça nous donne la clause résultante qui contient seulement Romain x1, auquel on applique notre substitution x1 égale Marcus. Donc, ça donne Romain Marcus. Ensuite de ça, je peux prendre 10 puis le combiner avec 6. Donc, je remarque que j'ai Romain Marcus ici. Puis, dans 6, j'ai Romain x4 avec une négation en avant. Donc, je devrais être capable d'obtenir... il suffit que j'unifie Romain x4 avec Romain Marcus. Donc, je remplace x4 par Marcus. Et donc, je peux ajouter la clause qui contient les autres littéraux de la clause 6. Je n'ai pas d'autres littéraux dans la clause 10, donc c'est seulement les littéraux de la clause 6 qui vont faire partie de la clause résultante. Donc, j'obtiens loyal Marcus César ou haï Marcus César, et ça, c'est parce que x4, encore une fois, la clause résultante, je dois le remplacer par Marcus à cause de mon UPG ici, qui m'a permis d'appliquer ma règle de résolution. Je pourrais prendre 11 et le combiner avec 9. Donc, on remarque que dans 9, j'ai aussi haï Marcus César. Je n'ai même pas besoin de faire de substitution. Ça me permet d'obtenir loyal Marcus César. Ensuite de ça, je peux prendre 12, combiner avec 7. 12 qui est ma nouvelle clause que je peux combiner avec 7 ici. Effectivement, je remarque qu'il y a loyal ici avec une négation en avant. Donc, en changeant, substituant x5 par Marcus, puis x6 par César, je suis capable d'obtenir comme clause résultante l'ensemble des autres littéraux ici dans 7, mais où je remplace x5 par Marcus et x6 par César. Donc, ça me donne négation de personne Marcus ou négation de dirigeant César ou négation d'assassiner Marcus César. Ensuite, je peux prendre 13 puis combiner avec 8. Donc, dans 8, je remarque que j'ai assassiné Marcus César, tandis qu'ici, j'ai la négation d'assassiner Marcus César. Donc, je suis capable d'appliquer la règle de résolution. Je n'ai pas de substitution à faire, j'obtiens négation de Marcus ou négation de dirigeant César. Pardon, négation de personne Marcus, négation de dirigeant César. Ensuite de ça, je peux prendre ma nouvelle clause 14, la combiner avec 4. 4 qui correspond à dirigeant
César, j'ai la négation de dirigeant César, donc j'obtiens comme clause résultante négation personne Marcus. Et finalement, négation personne Marcus, je peux combiner ça avec 1 qui est personne Marcus pour obtenir enfin la clause vide. J'ai donc démontré que Marcus haït César. En plus de faire la preuve que F2 est une conséquence logique d'un ensemble de formules F1, on peut aussi exploiter la trace du processus de preuve pour trouver c'est quoi les valeurs des variables qui me permettent de déduire F2 à partir de F1. Et ce qu'on a à faire, en fait, c'est tout simplement d'ajouter un prédicat qu'on a décidé d'appeler rep pour réponse avec les variables qui sont impliquées dans les clauses de la négation de F2. Et on applique la preuve ensuite, on applique la preuve par résolution, puis on arrête lorsqu'on a une clause qui, plutôt qu'à être vide, contient uniquement le prédicat ou le littéral rep. Alors voyons un exemple, encore une fois avec notre exemple de Rome. Donc imaginons que ici, ce qu'on veut savoir, c'est qui haït César. Alors dans ce cas-ci, notre 9e clause qu'on a ici, qu'on va ajouter, on la dériverait comme suit. La clause qu'on aimerait prouver, en fait, c'est qu'il existe un x tel que haï x de César est vrai. Sa négation, donc on doit introduire la négation. La négation de l'existe x haï x César, c'est pour tout x, la négation de haï x César. Ensuite de ça, après, standardisation. Donc après avoir mis sous forme normale conjonctive, ce qu'on obtiendrait, c'est la négation de haï x7 César. Et finalement, on va ajouter dans la clause, on va ajouter réponse avec les variables qui se trouvent dans ma clause. Dans ce cas-ci, il y a seulement x7. Et donc, on a bel et bien x7, négation de haï x7 César ou réponse x7. Alors là, maintenant, on va faire la preuve par résolution à partir de cet ensemble de clauses-là. Alors, je vais y aller un peu plus rapidement puisque la preuve se ressemble. Je peux combiner 2 avec 3 pour obtenir Romain Marcus. Encore une fois, je peux combiner 10 avec 6 pour obtenir loyal Marcus César ou haï Marcus César. Je peux combiner 11 avec 9 pour obtenir loyal Marcus César ou réponse Marcus. Donc, remarquez que maintenant, en combinant avec 9, je viens d'introduire dans ma preuve le prédicat réponse avec x7. Et x7 ici a été substitué par Marcus. Donc, on voit que à la toute fin, on va savoir que le x qui m'a permis d'unifier le haï César ici, c'était la valeur de x, donc qui m'a permis de faire l'unification, c'était Marcus. Et ça, on va traîner ça jusqu'à la fin de la preuve. Donc, à partir de 12, si je combine avec 7, je peux obtenir la clause ici. 13, je peux la combiner avec 8 pour obtenir une nouvelle clause, que je peux combiner avec 4 pour obtenir une clause un peu plus courte, et finalement que je peux combiner avec 1 pour obtenir une clause qui contient seulement le prédicat réponse. Et ma preuve est terminée, donc j'ai démontré qu'il y a quelqu'un qui haït César, et cette personne-là, c'est Marcus.